histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Je déteste la pluie. Dans mon boulot, c'est un sérieux handicap. Je travaille pour le Bureau fédéral des investigations américains, le FBI. Aujourd'hui, il pleut, évidemment. C'est drôle. J'ai toujours cette impression que le ciel attend que j'entame une de mes planques pour inonder les campagnes. Après 2 heures de marche en forêt, j'arrive sur la zone. Les restes d'une vieille demeure d'architecture anglaise, perdue dans les étendues sauvages, qui couvrent le nord de la Pennsylvanie. La ville la plus proche, St. Mary's, 12 000 habitants, est située à plus de 40 km de ma position. La raison de ma présence dans ces forêts est une série de disparitions d'enfants non élucidées, survenues 2 ans plus tôt. Le bureau a décidé de mettre le paquet et a sélectionné un de ses meilleurs agents spéciaux pour ouvrir l'enquête. Et ce type, c'est moi, Elliot Cooper. Enfin, il y a sûrement meilleur agent que moi, ce sont mes supérieurs qui m'ont gratifié de ce titre. Je n'ai pas fait grand-chose pour mériter cet honneur, juste mon boulot. Mais revenons à notre affaire. Aucun élément n'avait été relevé dans la ville même de St. Mary's au cours de ces 2 années d'investigation. La première chose que j'ai donc mis en place en reprenant ce dossier a été d'orienter le dispositif de recherche vers les forêts qui entourent la ville. Les anciennes murailles de la maison en ruine, couvertes de mousse et de lierre, se dressent face à moi. La brise qui souffle entre les vieilles pierres a entamé une complainte funèbre, comme pour sonner le glas de ceux qui viennent se perdre ici. J'ai déployé hier, dans et autour des ruines, un dispositif d'écoute et de caméra à déclenchement sensible. Jusqu'ici, je n'ai obtenu que des enregistrements d'animaux nocturnes pour la plupart, des rats, des loups peut-être, des oiseaux qui se sont posés puis envolés, ou simplement des branches agitées par le vent. Mais en cette fin d'après-midi, bien que tout semble fonctionner parfaitement, les appareils n'enregistrent plus rien. Absolument plus rien du tout, ce qui est vraiment surprenant et techniquement impossible. Je vais rester sur place jusqu'à demain pour trouver les réponses à mes questions. Au-dessus des bois pèse une chape de nuages sombres. La nuit commence à étendre son voile de ténèbres quand le bruit d'un moteur s'élève lentement au fond de la vallée. Je sors de ma cachette pour aller identifier le véhicule. Le moteur stoppe et j'entends alors un bruit de pas. Des pas qui se rapprochent. Je me dissimule derrière un fourré. 3 silhouettes que j'estime être celles de femmes se dessinent plus bas, sur un sentier, sinuant entre les sapins. Leurs chevelures noires tombent en boucle sur leurs épaules. Leurs visages sont aussi pâles que la lune qui vient de se lever. Elles cessent leur marche au milieu d'une clairière et observent les alentours avec méfiance. L'une d'elles ouvre un livre et se met à en réciter les lignes. À cette distance, je ne parviens pas à savoir s'il s'agit de latin ou de quelque autre langue ancienne et oubliée. Je décide de me rapprocher du triangle des 3 femmes en rampant lentement sans émettre le moindre bruit. Ce que j'entends alors glace instantanément mon sang dans mes veines. Celle qui psalmodiait est maintenant prise de tremblement. Sa voix, ou plutôt la voix, car ce qui sort de sa gorge ne peut être le fait d'une jeune femme, fluctue odieusement. Ses invocations dégagent une insanité presque palpable. Les 2 autres tournent autour d'elle d'un pas lent et solennel, lui caressant parfois les cheveux en des gestes affectueux. Au bout d'un long moment, les incantations cessent. Les 3 silhouettes se figent sur place. Elles restent ainsi quelques interminables minutes, se tenant parfaitement immobiles, dans un silence mortuaire. Puis elles s'animent à nouveau et repartent par où elles sont venues. J'entends le moteur du véhicule redémarrer et celui-ci s'éloigne. Je reste là 5 bonnes minutes allongé, tentant d'assimiler rationnellement la situation. Cette surveillance commence à prendre une tournure invraisemblable.
Pour l'instant, je n'ai pas assez d'éléments pour envoyer le moindre rapport. Du moins, je n'ai rien qui soit en lien avec les disparitions d'enfants de St. Mary's. Le lendemain matin, dans ma tente, je repense à ce que j'ai vu. Des sorcières. Ce genre de pratique m'est totalement étranger, mais je dois me rendre à l'évidence. J'ai assisté hier soir à un rituel de sorcellerie. La journée du lendemain s'écoule dans une quiétude anormale. Les bois sont baignés de silence. Aucun oiseau ne chante, aucun bruit, même les ruisseaux semblent retenir leur cours. Lorsque vient le crépuscule, une lune énorme se lève, plus pleine encore que celle de la veille. Bientôt les bois sont enveloppés par la clarté de ces rayons d'argent. Comme je m'y attendais, la rumeur du moteur de la nuit précédente s'élève du fond des forêts. Tapis dans l'humus, je vois les trois silhouettes passer lentement devant moi. À la lueur des torches enflammées qu'elles disposent autour d'elles, commence leur rituel macabre. L'incantatrice est à moitié nue, couverte d'un voile qui cache à peine ses seins et son intimité. Les deux autres sont entrées dans une sorte de transe. Elles effectuent une danse lancinante autour d'elles, dévêtues elles aussi. Mon cœur se met à pulser sourdement. Leur chant n'a absolument rien de mélodieux. Ce n'est qu'une suite haletante de borborigmes rauques. L'incantatrice prend alors une torche et vient la poser sur un autel de pierre. C'est à cet instant que les choses basculent dans une autre réalité horrible, suffocante. Sur l'autel est déposée une masse informe, ensanglantée. J'ajuste l'intensité de mes lunettes de vision nocturne pour parvenir à distinguer nettement cette chose. Le corps mutilé d'un jeune enfant. Un froid glacial me parcourt l'échine. Je sors mon arme de poing et actionne le chargeur sans bruit. L'hystérie s'est emparée des deux autres femmes dont la danse s'est changée en spasmes violents. La troisième est elle aussi en proie à une force qui est entrée en possession de son corps. Celui-ci s'étire jusqu'à dépasser 2 mètres. Sa peau est d'un noir carbone, luisant sous la lune. Son visage gracieux s'est changé en un faciès monstrueux. Sa bouche s'est dotée d'une dentition de prédateur. Elle se jette sur le corps meurtri et commence à le dévorer avec une avidité furieuse. J'entends les os craquer entre ses mâchoires et ses dents acérées déchirer les chairs. Instinctivement, je saisis mon arme et m'avance pour mettre un terme à ce carnage. La chose fixe ses yeux livides sur moi. Elle cesse ses mastications et me considère avec intérêt. Je ne fais aucune sommation et vide mon chargeur sur la créature. Elle s'effondre. Son corps s'agite de sursaut et rend son dernier souffle. Une étrange fumée noirâtre émane alors du corps inanimé du monstre. Le fluide volatile sinue jusqu'à mes pieds tandis que les deux autres harpies, tétanisées, me regardent avec effroi. Ensuite, c'est le blackout. Je perds connaissance. Dans quelques heures, le dernier rayon de soleil viendra ramper sur les murs. Puis il s'éteindra dans le silence de ces lieux obscurcis de souffrance. Je ne verrai pas d'autre jour se lever sur un horizon que je ne puis que deviner maintenant du fond de cette cellule glacée. La cellule numéro 24 du couloir de la mort où je suis détenu. Elliot Cooper. Demain, ces 12 lettres écrites sur une étiquette reliée par une ficelle à mon gros orteil seront tout ce qui restera de moi. Personne ne pleurera ma mort. Au contraire, la plupart des visiteurs qui assisteront à mon exécution s'en réjouiront sans toutefois manifester leur satisfaction morbide ouvertement. On m'a accusé d'avoir tué et dévoré 3 jeunes filles et un enfant dans les forêts aux alentours de St. Mary's. Lors de mon procès, mon avocat a basé ma défense sur les troubles psychiques dont je suis censé souffrir.
Pourtant, aucun des psychiatres qui m'ont observé durant ces 8 années de détention n'est parvenu à se prononcer précisément sur la nature de ma pathologie. Plus concrètement, aucun d'entre eux n'a pu établir formellement le moindre diagnostic de pathologie. Selon l'avis d'experts criminologues, les faits qui me sont reprochés relèvent de causes inexpliquées. Cela n'a pas empêché les jurés du tribunal de se prononcer pour la peine capitale. Je suis en fait le seul à connaître le mal qui est en moi. Et je suis absolument certain qu'il ne relève d'aucune sorte de déviance mentale ou de maladie psychiatrique incurable, mais bien de phénomènes réels auxquels j'ai été confronté. Le plus incroyable à présent, c'est que je ne cherche même plus à clamer mon innocence. Je prie le Seigneur chaque jour, moi qui n'étais que le plus impie des ignorants. Je trouverai dans la mort la délivrance ultime à laquelle j'aspire, au-delà de tout. Puisse Dieu avoir pitié de mon âme. Vous venez d'entendre La dernière enquête d'Elliot Cooper. Cette nouvelle est en lien direct avec l'univers du roman L'essence des ténèbres de Thomas Clearlake. Narration Serge Cazenave, sound design Meryl M, réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.